Merci d'écouter MOF. Ce programme vous est offert par la Fondation Excellence SMA et par le réseau de l'apprentissage du 3CABTP. On a des fois un moment de lassitude où le regard n'est plus le même, on n'a plus l'autocritique nécessaire, il faut faire appel à un autre œil. Stéphane Auder est artisan ornemaniste à Bossé, dans le Maine-et-Loire. En 2011, il a 47 ans, mais ce n'est qu'avec l'accord de son épouse et de ses 2 filles qu'il décide de se lancer dans le concours des meilleurs ouvriers de France. Stéphane va choisir une épreuve très particulière, l'épreuve dite en chantier. La pièce, un campanile en zinc, sera en effet installée sur un bâtiment existant. C'est une pièce étonnante qu'un ornemaniste réalise rarement dans sa carrière. Vous écoutez MOF, cette série est consacrée aux artisans, aux salariés et chefs d'entreprise du bâtiment. À ces hommes et à ces femmes qui, un jour, ont décidé de se dépasser en allant au plus loin dans l'exercice de leur art. Comment être à la hauteur de cette épreuve, la plus exigeante que l'on puisse rencontrer dans sa carrière? La réponse est dans MOF. Comment je suis devenu meilleur ouvrier de France? Je m'appelle Stéphane Auder, j'ai aujourd'hui 54 ans, je suis installé dans l'ornementation de toiture depuis 1996 et j'ai fait le concours meilleur ouvrier de France en 2011, au bout de 15 ans d'activité dans l'ornement. J'ai fait un apprentissage de couvreur, donc j'étais déjà sensible aux ornements de toiture. Les couvreurs posent des ornements de toiture, les voient sur les toits, et c'est la partie fine du métier. On aime à faire des choses un peu plus fines que de poser des ardoises ou des tuiles. Donc ça a été une première approche, et ensuite ma formation compagnon du devoir. Mes expériences en Suisse, les cours de ferblanterie de l'école de Berne m'ont apporté beaucoup, plus de sensibilité à ce métier. J'ai appris des choses et j'ai voulu après les retranscrire en France. Alors, je me suis senti prêt, j'ai travaillé longtemps seul, il a fallu que je me forme dans ce métier, il n'y a aucun centre d'apprentissage, hein, il faut du temps, et je me suis senti prêt à faire ce métier. Bon, ça a commencé au début, je faisais partie, on m'avait appelé pour être membre du jury. Et donc, j'ai vu un petit peu comment se passait le concours, puis je me suis dit, moi je vais me retirer du jury et je vais faire le concours. Je vais faire le concours parce que je crois que j'essaye de m'appliquer dans mon métier depuis longtemps et je vais voir où j'en suis, à quel niveau j'en suis, si je suis capable de le faire. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai décidé de le faire. C'est le bon moment pour moi, comme je viens de le dire, parce que professionnellement je me sens vraiment bien, c'est le moment de le faire. Bien sûr, j'ai demandé à mes proches qui m'ont énormément épaulé, ça n'a pas été facile pour eux parce que on s'investit, il y a beaucoup d'heures de travail, ma femme me parlait, je ne répondais pas toujours. Mais mes enfants étaient très fiers que leur papa fasse le concours meilleur ouvrier de France. Alors c'est vrai que si on n'est pas épaulé, beaucoup arrêtent en cours parce que c'est quand même un moment de la vie où il faut s'investir et tout le monde ne comprend pas. Donc là-dessus, j'ai eu aucun problème. Ça m'a permis d'aboutir. Le couvreur ornemaniste habille les toits de différents matériaux de couverture et les parts d'ornement réalisées en zinc, en cuivre, en laiton et en plomb. L'ornemaniste de toiture doit maîtriser les tracés, épures, esquisses, croquis et relevés, mais aussi les techniques de pliage, repoussage, ajustage, assemblage, soudage, fixation, habillage du métal. Ça s'est passé à Chartres, au lycée Jacques Delorme. On avait en épreuve qualificative à faire un dessin. On avait un dessin, je me souviens, c'était une trémie. Alors dans le métier, c'était un départ basse carrée à basse circulaire, mais là en l'occurrence, pour un petit peu de difficulté, c'était l'inverse. Les organisateurs du sujet avaient choisi de faire une basse circulaire à basse carrée. Bon, techniquement, c'est la triangulation. Voilà, on a un peu de stress, mais on doit s'en sortir, sinon on n'est pas capable d'aller plus loin. Et ensuite, pour la partie manuelle, c'était une gouttière cintrée, qui est un petit peu la base du formage dans notre métier, la gouttière cintrée, qui permet sur une tourelle d'avoir une gouttière d'1 mètre sans soudure, qui est beaucoup plus esthétique qu'une gouttière qui sera coupée tous les 20 cm.
Donc là, on a une partie formage, une partie dessin, et donc c'est une partie assez complexe. Alors, nous étions 5 lors de ces épreuves qualificatives. Et au final, nous avons été 2 à être sélectionnés pour aller plus loin. Il y a un effet stress important quand même, parce que même si on sait faire, il y a toujours un doute. On n'est pas dans les conditions les mêmes que dans son atelier, on n'est pas seul, on est observé. Il y a toujours un moment de doute, hein. Il ne faut jamais être trop sûr de soi, hein. Alors après les épreuves qualificatives, je me sentais pas trop mal, parce que je sentais que j'avais réussi ma gouttière. Je voyais bien que mon produit allait être corrigé sans être complètement parfait. Il était bien réalisé, quoi, par rapport à certains candidats qui n'avaient pas réussi à la faire, cette gouttière cintrée. Et donc, moi, j'ai choisi l'épreuve en chantier, puisqu'à la même période, il s'est présenté dans l'entreprise un chantier très important, un campanile en zinc. C'est des choses dans l'ornement qu'on fait quand on en fait 3 ou 4 dans sa carrière, c'est bien. Il faut que ça se présente, donc il fallait que ce travail soit suffisamment conséquent pour que le jury accepte qu'il soit réalisé dans le cadre du travail de meilleur ouvrier de France. Ce qui était le cas, hein. Le produit faisait 5,50 m en hauteur, environ 1,2 tonnes. Il y avait vraiment du travail dessus, quoi. Donc il y a eu une partie de démontage. Le charpentier nous a amené le modèle qui était complètement disloqué par le temps. Il avait 120 ans, le modèle. Il manquait un tas de choses dessus, donc il a fallu rechercher un petit peu au niveau des moulures. Il y avait un travail de recherche, d'histoire sur ce campanile qui avait déjà été démonté une fois. Donc à partir de ce modèle qui n'était pas en bon état, mais bon, il a fallu reproduire au plus strict les formes qu'il y avait auparavant. Alors bon, le fait déjà d'avoir un charpentier, parce que la structure est importante, donc j'ai travaillé avec un charpentier compétent qui m'a fait une ossature du mieux possible, qui était très à l'écoute, qui était aussi investi, qui voulait que ça marche. Quand j'avais besoin un truc qui allait pas, je le rappelais, il revenait tout de suite. Ça m'a permis de réaliser mon habillage très correctement. Le plus compliqué étant la masse, le poids. Ça a un volume important. Dans mon petit atelier sans moyen de levage extraordinaire, il fallait retourner les pièces, poser le zinc dessus, tout en sachant qu'après on n'allait pas la retourner aussitôt. Il fallait vraiment bien réfléchir en amont tout le produit. C'est toute l'étude du travail, en fait. Et puis bon, en ce qui concerne le temps, l'atelier étant à côté de la maison, voilà, c'était pas un problème pour aller le samedi, le dimanche au travail. Le soir, un petit peu aussi, ça m'est arrivé de manière à être investi complètement dans ce travail de meilleur ouvrier de France. J'adaptais mes journées de travail en entreprise. Il m'arrivait d'arrêter quand même un peu plus tôt mon travail dans l'entreprise pour me mettre sur le travail de MOF, qui était quand même conséquent. Et par moment, j'avais besoin d'appeler un de mes salariés pour m'aider à lever quelque chose qui était trop lourd, que j'aurais pas pu, moi, faire seul le soir, tout seul, vu que c'était quand même un chantier et pas une pièce, une maquette. L'ornemaniste doit maîtriser la réalisation de certains éléments complexes de construction, tels que les noues, arrêtiers, lucarnes, œil de bœuf. Alors les grandes étapes, il y a eu la partie étude donc de conception de la charpente. La partie, on a déjà dès le début, avec le charpentier, qui était quand même là aussi, parce qu'il faut, comme je vous disais tout à l'heure, une structure, étudier la pose. Parce qu'il fallait ensuite le poser, ce campanile, donc en 3 parties, réalisé en 3 parties avec un système de clinchage. C'est assez technique, où toute la partie balustre carré qui faisait 2 mètres au carré, on a étudié un système d'argot de manière à ce qu'avec la grue, on puisse d'abord enfiler, couvrir la partie terrasse. Il
faut toujours penser au sens de l'eau. Il y avait une étanchéité à réaliser. La partie terrasse, poser la partie balustre avec un clinchage sur cette partie terrasse. Ça venait s'emboîter dans 8 argots, donc il fallait être très précis. Et ensuite, on enfilait les poteaux avec leur moulure, poteaux qui étaient réalisés en zinc 15/10, donc d'une certaine épaisseur. Pour l'anecdote, on a eu un peu de mal sur la partie chantier à les enfiler, puisqu'on a fait une partie pose à blanc dans mon entreprise, dans la cour, pour voir si tout collait bien. Et après, c'était du bois blanc, là, du bois d'essai. Et sur le chantier, c'était le bois au réel, parce que les bois descendaient très profondément sur la dalle béton. Et donc le bois avait un peu gonflé, on avait du mal à enfiler les poteaux, donc il a fallu mettre du suif, on a raboté un peu, voilà, ça s'est bien passé. Et ensuite on a boulonné la sablière, la partie haute était sur sablière, boulonnée, la tête, voilà, donc en 3 pièces. Donc le grutage était important, le grutier il était dans une rue en contrebas, on ne le voyait pas, tout se passait au talkie-walkie. Bon, heureusement qu'on avait fait un essai avant avec les pis, tout, etc. d'emboîture dans mon entreprise. Alors le plus facile, ça a été peut-être le repoussage. Le repoussage, j'en fais depuis longtemps, c'est quelque chose que je maîtrise bien. Il y avait quand même une partie dessin que j'ai pas tellement l'habitude de faire, où il a fallu faire de la recherche sur un arrêtier cintré. Où là, j'ai cherché quand même. Là, c'était la partie où j'ai le plus cherché. Hein, les parties très techniques en dessin, avec la double bague aussi dans le retour. C'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Donc là, on va chercher dans toutes ces expériences. On fait appel à des dossiers techniques qu'on avait déjà fait. On va chercher dans ces archives. Et puis après, ça revient. Hein, Après, l'assemblage, parce que c'était quand même volumineux, donc bien penser aux façons de faire dans le montage. Bon, je vous dis, pas avoir à retourner les pièces 3 ou 4 fois, parce qu'on l'aurait forcément abîmé. On aurait forcément abîmé la pièce, vu son poids, si on avait dû la retourner à plusieurs reprises. Donc j'avais bien réfléchi au montage, comment j'allais m'y prendre, tout en ayant toujours le sens de l'eau, le recouvrement, de manière à ce que ça ne fuit pas et qu'il n'y ait pas de souci, quoi. Oui. Il y a des moments où on est fatigué, où les choses sont peut-être moins bien faites. S'il m'est arrivé de refaire 1 ou 2 pièces, parce que la fatigue, j'avais même... je sortais dehors, j'avais un voisin à l'époque qui regardait aussi, qui voyait la maquette, il me disait « Là, tu devrais regarder ça. » Ah bon, tu crois? Et ouais, t'as raison, il faut vraiment être pointu. Ouais, on a des fois un moment de lassitude où le regard est plus le même, on n'a plus l'autocritique nécessaire, il faut faire appel à un autre œil. Et ça aide énormément, on a besoin quand même d'avoir le jugement même d'un non-professionnel qui va forcément voir s'il y a un truc qui ne va pas. Donc ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, donc on recommence. Se former à l'excellence au métier du bâtiment et des travaux publics avec le 3CABTP, réseau numéro 1 de l'apprentissage en France. Alors, on a une première correction dans la cour de l'atelier, où l'œuvre est en plein milieu de l'atelier de la cour, hein, et première fois le jury descend, sans les officiels du COET la première fois, mais déjà le jury couverture ornementation. Donc l'œuvre est déjà corrigée, ils voient l'endroit où ça a été exécuté, ils s'aperçoivent forcément que tout a été fait ici, puisqu'on a tout pour le faire, hein. Les moyens de moulage, les moyens de repoussage, les moyens de formage, le dessin, ça c'était une première fois, mais j'avais pas encore de résultat officiel. Et après on a été poser le produit avec le charpentier, son camion grue, l'autre camion qui nous a monté tous les éléments, et là, une fois posé, le jury s'est à nouveau réuni, et ensuite les gens du COET aussi étaient là pour superviser tout ça. C'est quand même le COET qui nous encadre, hein, qui voit si tout se passe bien. C'est pas... Et donc après on attend
La réponse, c'est très long, hein. On a des corps de métier où c'est tout de suite. Et je trouve que c'est bien. Nous, les couvreurs, peut-être dans d'autres métiers, couvreurs ornemanistes, c'est assez long. Il faut attendre plus d'1 mois. Alors, on ne le vit pas bien parce que bon, même si on est confiant, même si on ne sait pas, quoi. C'est assez dur à vivre. C'est ce que j'ai trouvé le plus dur, moi, en fait. C'est la fin, la réponse. Il n'existe aucune formation dédiée à l'activité d'ornemaniste, mais différentes formations préparent à l'activité de couvreur, qui demeure la voie privilégiée pour exercer cette profession. Donc c'est par téléphone, ouais, c'est par téléphone, c'est le président de classe, je ne sais plus qui m'a appelé. Que voilà, j'ai appelé tout de suite ma femme pour lui dire que c'était bon, j'étais reçu meilleur ouvrier de France. Je me souviens plus du petit carton de l'Élysée qui était magnifique, avec le logo de l'Élysée, où on a là l'invitation officielle à l'Élysée, hein, voilà. Non, mais c'est une grande joie intérieure, c'est vraiment pour tout le monde, parce que toute la famille aussi était là à attendre, pourvu que ça marche, parce que il va pas être bien. Alors on est allé à Bobino, puisque la Sorbonne était en travaux, donc Bobino, donc je suis arrivé avec la convocation, et à l'entrée, c'est le président de classe qui remet les convocations. Et donc, il me dit, tiens, tu vas être décoré par le ministre, puisqu'il y a un petit point rouge sur ton carton. Donc, ça sera le ministre, qui était M. Luc Châtel à l'époque, qui va te mettre la médaille. Ah bon, bah écoute, pourquoi moi, plus que les autres? Bah, il dit, écoute, ils ont jugé sans doute que ton métier, ton œuvre avait été plus rare, moins connu que les autres. Je ne connais pas exactement les raisons. Donc j'étais satisfait, mais avec un peu angoissé d'avoir à monter le premier sur la scène, parce que je m'appelle Oder, commençant par un A, voilà. Donc voilà, j'étais à côté du ministre et c'était sympa en même temps, mais au moins on est toujours un peu tendu, quoi. Et donc, M. Luc Châtel m'a remis la médaille et on était 12 à passer en premier. Et ensuite, les 287, si je ne me trompe pas, de l'ensemble de la classe. C'est à peu près la moyenne des meilleurs ouvriers de France tous les ans, entre 280, 300, 310 dans les meilleures années, reçus meilleurs ouvriers de France. Je pense qu'il y en aura plus à l'avenir, puisque ce concours est de plus en plus mis en valeur. On en parle beaucoup plus qu'à une époque où il était un petit peu tombé en désuétude, et là je pense qu'on verra de plus en plus de meilleurs ouvriers de France. C'est quelque chose d'important pour beaucoup de personnes, c'est un aboutissement professionnel, donc et on va avoir du mal dans les années qui viennent, je ne suis pas tellement inquiet. En formation initiale, il est possible de passer un CAP de couvreur en 2 ans, un BEP technique de toit ou une mention complémentaire zinguerie. On peut également accéder au métier avec un BP couvreur et un BTS charpente couverture. La médaille est à la maison, dans un endroit à la vue de tous, il n'y a pas de souci. Enfin, dans son petit coffret, elle n'est pas exposée. Autant le diplôme est là dans mon bureau, que la médaille reste dans la maison. On la met à l'occasion des cérémonies de remise de médailles des MAF, puisque vous savez que les MOF s'occupent des MAF, donc on est aux corrections MAF régulièrement, départementales, régionales, nationales. Et là, on la porte dans ces circonstances pour montrer à la jeunesse qu'ils ont obtenu une première médaille, mais qu'il y a encore beaucoup à faire pour obtenir celle de meilleur ouvrier de France, où le niveau est vraiment au-dessus du concours MAF. Et alors ça les fait rêver, et il faut qu'ils rêvent. Elle m'apporte une satisfaction personnelle, que je ne cherche pas plus que ça à montrer, mais c'est personnel. Ensuite, professionnellement, ça permet de faire voir qu'on est quand même quelqu'un de compétent. C'est important. Aujourd'hui, on voit tout, hein, des gens qui savent travailler, des gens qui ne savent pas travailler. Là, le diplôme, il parle de lui-même, hein. On a une responsabilité, hein. Tous les jours, on remet nos titres en jeu par notre travail, hein. On n'a pas le droit à l'erreur, tout doit être parfait. Donc ça impose des règles de vie tous les jours dans le travail, importantes, et on retransmet ça. Moi, j'en suis heureux, parce que mes salariés travaillent dans le même esprit.
J'espère qu'un jour ils feront le concours. Il faut que la situation familiale le permette, un tas de choses. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais je suis très très content du travail qui sort tous les jours. C'est dans l'esprit, dans ce que je veux qui sorte de mon atelier tous les jours. Il existe une dizaine d'ornemanistes de toiture en France, un nombre jugé aujourd'hui suffisant par les professionnels, eu égard à cette activité qui demeure un métier de niche. Ah oui, ça marque maintenant l'entreprise se développe à nouveau. Là, on avait agrandi une première fois, on était deux salariés. J'ai embauché un ornemaniste que j'ai formé qui est parti, qui s'est installé. C'est normal, hein. Aujourd'hui, j'ai rembauché 2 jeunes depuis, et là, la structure est trop petite. Donc, à nouveau, on se remet en cause pour développer l'activité, puisque le travail est là, hein. Il faut aussi aller le chercher, ça ne vient pas tout seul, mais se faire connaître, parce que aujourd'hui, c'est incontournable, hein, le site internet, etc. Et on a besoin de matériel nouveau, faut se renouveler, donc on va repartir sur un atelier, un gros projet plus important. Et on pourra former, ça c'est important, parce que là c'est ce qui m'empêche de prendre plus de personnel. Alors le concours de meilleur ouvrier de France, se sentir aujourd'hui, on voit des jeunes qui sont quand même très jeunes. C'est bien de vouloir se mesurer aux autres. À mon avis, il faut quand même avoir un peu d'expérience, un peu de recul, avoir vu beaucoup de configurations, parce qu'on a des jeunes qui sont très bons professionnellement, mais qui échouent. Ils échouent au concours. S'ils avaient attendu quelques années de plus, je pense que ce serait abouti. C'est souvent la jeunesse, on demande quand même un niveau professionnel. Je pense que 35-40 ans me paraît le bon âge pour réaliser le concours, même si on peut le faire à n'importe quel âge, hein, il n'y a pas de souci. Dans certains corps de métier, je sais pas. Après, il faut mettre toutes les chances de son côté, il faut avoir vu beaucoup de choses, beaucoup travaillé, il ne faut avoir peur de passer des heures. Il faut connaître son métier sur le bout des doigts. Si on a un doute sur quelque chose, il n'est jamais trop tard pour se former, pour apprendre cette partie qui vous manque. Là, on travaille, et puis quand on se sent prêt, là, on prépare le concours. On y va. Merci d'écouter les récits du concours, l'un des meilleurs ouvriers de France. Ce programme vous est offert par la Fondation Excellence SMA et par le réseau de l'apprentissage du 3CABTP.